Cette histoire, c'est une blessure, Oui, une injustice si profonde qu'elle ne crée pas un héros, mais un monstre, ou peut-être un dieu. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. On va plonger au cœur de la vengeance, vraiment, dans ce qui arrive quand un homme décide de se faire l'instrument de la providence. Le mot, c'est implacable. Le personnage, c'est Edmond Dantès, un jeune marin qui avait absolument tout pour lui. Mais voilà, on ne commence pas par son bonheur. L'histoire nous jette directement au moment où sa vie lui est arrachée. C'est ça le paradoxe. C'est l'histoire d'un homme qui, pour obtenir justice, doit devenir plus terrifiant encore que ceux qui l'ont trahi. Et derrière cette fiction, il y a une autre injustice, bien réelle, elle, à peine croyable. Ouais, Celle de l'homme qui a aidé à l'écrire, mais dont le nom a été effacé de la couverture. C'est vertigineux. L'âme même d'un homme est en jeu, et avec elle, cette question qui nous hante. Un être humain a-t-il le droit de se prendre pour Dieu? Alors commençons par le début. Plantons le décor. Marseille, 1815. Edmond Dantès a à peine 19 ans. C'est le cliché du bonheur parfait, jeune, brillant. Il va être promu capitaine du navire le Pharaon. Il est sur le point d'épouser la femme qu'il aime, la magnifique Mercédès. L'avenir est radieux. Et c'est précisément ce bonheur parfait qui est insupportable pour les autres. Ce n'est même pas une méchanceté pure, c'est plus insidieux. Dumas est un maître pour ça. Il ne crée pas des monstres, il dissèque les petits vices humains qui, mis ensemble, créent une monstruosité. Chaque conspirateur incarne quelque chose de très précis. Exactement. Chaque conspirateur, c'est un péché capital de la vie ordinaire. C'est ça qui est terrible, il nous ressemble un peu. Prenons le premier, Fernand Mondego. Lui, c'est juste un type jaloux, certes. C'est la jalousie amoureuse à l'état pur, la plus destructrice. Il est le cousin de Mercédès, il l'aime, et il ne supporte pas de la voir heureuse avec Dantès. C'est une obsession. D'accord. Et le deuxième, Danglars. Lui, c'est autre chose. Danglars, le comptable du navire, son moteur, c'est l'ambition professionnelle. Il veut le poste de capitaine promis à Dantès. C'est la jalousie de celui qui pense mériter plus que l'autre, quoi. Et le troisième, Cadrousse. Lui, il est presque pire, parce qu'il n'a même pas de vraie raison. Bah oui, exactement. Cadrousse, c'est la lâcheté, la petite envie du voisin qui a plus de chance. Il n'est pas le moteur de l'action. Mais il sait, il voit, et il laisse faire. Complice par silence. Voilà. Et puis, il y a la pièce maîtresse, celui qui a le pouvoir de transformer cette conspiration de bas étage en tragédie, le procureur Gérard de Villefort. Lui, c'est l'ambition politique à l'état pur. Il reçoit la dénonciation, il interroge Dantès, il se rend compte tout de suite qu'il est innocent. Ah oui, immédiatement. Mais il découvre que la lettre que Dantès devait livrer était pour son propre père, un bonapartiste. S'il libère Dantès, sa carrière est finie. Alors il fait un choix. Il sacrifie un innocent pour se protéger. C'est la perversion de la justice par celui qui est censé l'incarner. Il brûle la preuve et l'envoie, sans aucun procès, dans la pire prison du royaume. L'arrestation est brutale. En plein repas de fiançailles, le bonheur est fracassé en une seconde. Cette idée d'une vie volée, ça me fait penser, l'injustice n'est pas seulement dans le roman, n'est-ce pas? C'est une transition parfaite. Car dans la vraie vie, au même moment où Monte Cristo prépare sa vengeance, une autre injustice se noue dans les coulisses. En 1838, Alexandre Dumas, déjà une star, rencontre un jeune historien de 27 ans, Auguste Maquet. Et leur collaboration devient une sorte d'usine à succès. Une machine de guerre littéraire. Maquet est un chercheur incroyable. Il trouve les sujets, il fait les recherches, il construit la structure, le squelette des romans. Et Dumas, lui, c'est le génie. Il prend ce squelette et il lui donne de la chair, du sang, un souffle épique. Le style, les dialogues, la vie. Les Trois Mousquetaires, la Reine Margot, Monte Cristo, tout ça vient de ce duo. Tout. Mais alors, pourquoi un seul nom sur la couverture? Un pacte a été signé. Maquet a accepté d'être payé, et très bien payé d'ailleurs, mais de rester dans l'ombre. Seul le nom de Dumas, la marque, devait apparaître. C'est une forme d'injustice qui se joue dans les coulisses du succès. C'est dingue. Et pour Dantès, l'ombre, elle, a un nom, le château d'If. C'est plus qu'une prison, ça. On a l'impression que c'est un tombeau pour les vivants. Une forteresse sur une île, personne ne s'en échappe. On le jette dans un cachot, dans le noir absolu. 14 années. 14 ans. Essayez d'imaginer. 14 ans sans voir le soleil, sans parler à personne, sans savoir pourquoi on est là. Le désespoir est total. Il en vient à vouloir se laisser mourir de faim. Il est au fond du gouffre. Comment est-ce qu'on survit à ça mentalement?
Comment est-ce qu'on ne devient pas fou? On devient fou. Ou on renaît. Et pour Dantès, la renaissance vient d'un bruit, le bruit d'un autre prisonnier qui creuse un tunnel. C'est sa rencontre avec l'abbé Faria. Et là, tout bascule. Ah, Faria. Ce n'est pas juste un prisonnier, c'est un puits de science, une intelligence phénoménale. Il devient le père, le mentor que Dantès n'a jamais eu. Il va le former en quelque sorte, le transformer. Il va le sculpter. Il lui apprend les langues, l'économie, l'histoire, la science. Il transforme le jeune marin naïf en un intellectuel redoutable. Et c'est fascinant de penser que, pendant que Faria construit l'esprit de Dantès dans la fiction, dans la réalité, c'est Mackay qui construit la structure narrative dont le génie de Dumas va s'échapper. Et Faria lui donne surtout deux choses, Hmm, la connaissance mhm, et une raison de vivre. exactement. D'abord, par pure déduction, il l'aide à reconstituer le puzzle. Il lui donne les noms Danglars, Fernand, Villefort. La douleur abstraite de Dantès a maintenant un visage. Son désir de liberté se transforme en soif de vengeance. Ah oui. Et puis, juste avant de mourir, Faria lui lègue un secret. L'emplacement d'un trésor fabuleux sur l'île de Monte Cristo. Et l'évasion qui suit, c'est une des scènes les plus folles de toute la littérature. C'est une résurrection. Littéralement. Faria meurt, les gardiens mettent son corps dans un sac pour le jeter à la mer. Dans le noir, Dantès a une idée de génie. Il déplace le corps de Faria dans sa propre cellule et il prend sa place dans le linceul. Incroyable. Il est jeté du haut des remparts dans la mer déchaînée. Il renaît des eaux. Libre, immensément riche et avec un plan. Il disparaît pendant presque 10 ans. Et quand il revient à Paris en 1838, ce n'est plus Edmond Dantès. C'est le comte de Monte Cristo. Mais ce n'est plus le même homme. Il y a quelque chose d'inhumain chez lui. Totalement, c'est un personnage quasi surnaturel, d'une richesse infinie, d'une culture éblouissante, d'un charisme magnétique. Mais il y a une froideur en lui. On le compare à un vampire, il semble ne pas vieillir. Il fascine et terrifie la haute société parisienne. Il ne se voit plus comme une victime. Non. Il se voit comme l'incarnation de la Providence, le bras vengeur de Dieu. Mais est-ce qu'il faut le croire? J'ai toujours eu du mal à savoir s'il fallait l'admirer pour sa détermination ou en avoir peur pour sa cruauté. C'est toute l'ambiguïté du personnage. Il le dit lui-même, il a peut-être fait un pacte avec le diable pour accomplir sa mission. Il se place au-dessus de la morale humaine. La question qui se pose et qu'il se pose, c'est « suis-je un justicier ou suis-je un monstre? Est-ce que ma cause justifie les moyens ?» Et ces moyens sont d'une précision diabolique. Il ne tue personne directement, ce serait trop simple. Ah non. Il orchestre leur chute avec une patience terrifiante. Sa méthode, c'est de détruire ses ennemis en utilisant leurs propres péchés. C'est une justice politique et cruelle. Danglars est obsédé par l'argent. Il va le ruiner. Voilà. Il le ruine en manipulant la bourse, en le menant à la banqueroute. C'est une destruction psychologique. Pour Fernand, devenu le comte de Morcerf, un général respecté, c'est l'honneur qu'il vise. Exactement. Fernand a bâti sa fortune sur une trahison militaire. Monte Cristo retrouve le témoin clé et fait éclater le scandale en public. Fernand perd tout. Son honneur, sa famille. Acculé, il se suicide. C'est d'une violence. Son péché était la jalousie et la punition, c'est le déshonneur absolu. Est-ce que c'est encore œil pour œil à ce niveau-là? Vous mettez le doigt sur le problème central. La justice est censée être proportionnée. La vengeance, elle, n'a pas de limite. Monte Cristo applique la loi du talion, mais à une échelle démesurée. Il est procureur, juge et bourreau. Et le cas de Villefort est peut-être le plus terrible. Ah oui. Là, il ne s'attaque pas seulement à sa carrière. Il détruit son foyer, sa raison. Il révèle un à un tous ses crimes secrets, jusqu'à le pousser à la folie. Le problème, c'est qu'une fois la machine lancée, elle ne s'arrête plus. Et elle commence à broyer des innocents. C'est l'engrenage inévitable. Le plan de Monte Cristo est si complexe qu'il y a des dommages collatéraux. Et il y a un moment où tout bascule. Un moment où il comprend qu'il a perdu le contrôle. La mort du jeune fils de Villefort? Oui, le petit Édouard, une victime indirecte mais innocente. Et face au cadavre de cet enfant, le masque du comte tout-puissant se fissure. Il comprend qu'en se prenant pour Dieu, il s'est arrogé un droit que personne ne possède. Celui de vie et de mort. Toute sa justification morale s'effondre. Il n'est plus la Providence, il est juste un homme qui est allé trop loin. C'est sa crise de conscience. Et pendant que Monte Cristo est face à ses démons, dans le monde réel, la relation Dumas-Mackay explose. En 1851, ça finit au tribunal.
Mackay, qui est resté dans l'anonymat pendant des années, en a assez. Il attaque Dumas en justice pour faire reconnaître sa paternité sur les œuvres. Et le procès est humiliant pour lui, non? C'est terrible. L'avocat de Dumas a une phrase assassine. Il dit en substance « Si Monsieur Mackay est un si grand écrivain, comment se fait-il que les romans qu'il signe seul n'ont aucun succès ?» L'argument est cruel, mais il fait mouche. C'est fou. Un critique résumera ça par une formule « Mackay, c'est l'ordre moins le génie. Dumas, le génie moins l'ordre. » C'est d'une injustice. Comment ça se termine pour eux? C'est l'ironie finale. Mackay perd le procès sur son nom, mais il obtient une forte compensation financière. Il finira ses jours immensement riche dans un château. Dumas, lui, le génie flamboyant, mourra ruiné. La gloire pour l'un, la fortune pour l'autre. Exactement. Mais Mackay a eu sa petite vengeance personnelle. Ah ouais. Oui, une vengeance secrète, presque romanesque. Dans sa bibliothèque, il avait un exemplaire des Trois Mousquetaires. Il a demandé à son relieur de graver sur la tranche, en lettres d'or, par A. Dumas et A. Mackay. Une justice qu'il s'est rendue à lui-même. Revenons au roman. Monte Cristo a eu sa prise de conscience. Sa vengeance est presque achevée, ses ennemis sont détruits. Mais il a vu le prix à payer. Alors que fait-il ? Est-ce qu'il va jusqu'au bout de sa logique destructrice? Est-ce qu'il peut encore faire marche arrière? C'est toute la question. Il a gagné, il a anéanti ceux qui l'avaient trahi, mais il n'est plus Edmond Dantès et il n'est plus tout à fait le comte de Monte Cristo non plus. Il est perdu entre les deux. La question n'est plus de savoir s'il va réussir, Mais de savoir ce qu'il restera de son âme. voilà, ce qu'il restera de lui une fois que le comte aura terminé son œuvre. Et pour connaître la réponse, pour savoir s'il trouve la paix ou la damnation, eh bien, il faut aller jusqu'à la dernière page. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.